Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h45 plus tard que prévu. Nous sommes vendredi matin, vendredi 7 juillet, et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Tous les quotidiens israéliens consacrent plusieurs pages ce matin à la très vive polémique dont nous avons parlé tout à l'heure avec notre ami l'historien de la Shoah Alain Michel autour de ce document conjoint donc signé par les premiers ministres israéliens et polonais à propos de la très controversée loi sur la Shoah votée par le Parlement polonais. En effet, hier, la presse israélienne a publié la teneur détaillée, enfin le texte précis de ce document, et très vite ce contenu a provoqué la colère de nombreux historiens de la Shoah, en particulier au mémorial du Yad Vashem. Des historiens qui affirment qu'il est truffé d'erreurs historiques. Dans le Yediot Aharonot, Sever Plutzker écrit en première page: il est difficile de croire que le premier ministre de l'État d'Israël, lui-même fils d'un célèbre historien et lui-même conscient de l'importance de l'histoire, ait pu signer un tel document bourré de mensonges et de faits falsifiés concernant le comportement du peuple polonais durant la Shoah. Car on ne peut pas mettre sur le même piédestal le narratif israélien et le narratif polonais. Car pour ce qui est de la Shoah, écrit Sever Plutzker, il y a une masse de preuves concrètes. Le Yediot Aharonot, justement, avance ce matin en page 2 et en page 3, 9 points qui expliquent en détail toute la problématique de cette loi. Le premier point est que même si les Polonais ont effectivement annulé, dans le cadre des tractations avec l'État d'Israël, la clause permettant des poursuites pénales contre des chercheurs ou contre des guides qui accuseraient la Pologne de complicité avec les crimes nazis, eh bien la loi polonaise prévoit tout de même que le gouvernement polonais pourra déposer des plaintes civiles contre ces chercheurs, et naturellement cela affectera la qualité de leurs recherches. Et parmi les autres points mis en avant par le Yediot Aharonot, celui qui se rapporte dans le document au fait que le gouvernement polonais en exil a tout fait pour empêcher de poursuivre les exactions des nazis et a tout fait pour alerter les autorités occidentales. Les historiens cités par le Yediot Aharonot affirment que le gouvernement polonais en exil, qui était lui-même à Londres, n'a pas œuvré de manière déterminée pour sauver les juifs polonais, à de très rares exceptions près, et Alain Michel nous l'avait confirmé il y a quelques instants. Le document contesté met enfin sur le même piédestal les actes cruels commis par des Polonais envers des juifs et le comportement, je cite, héroïque des Polonais qui ont sauvé des Juifs. Et cette équation semble vouloir insinuer que les cas de violence étaient rares, tandis que les cas héroïques étaient fréquents. Or, les historiens précisent que c'était précisément plutôt le contraire, et ils rappellent que des dizaines de milliers de Juifs, peut-être même plus, ont été assassinés par les Polonais eux-mêmes pendant la Shoah, mais aussi après la Shoah. Les journaux citent également les critiques émises par Naftali Bennett, qui a affirmé que la déclaration commune était, je cite, honteuse et remplie de mensonges. Quant aux Polonais, eh bien, ils affirment que, de leur point de vue, la déclaration faite par Binyamin Netanyahou est celle qui comptera. Le Israël Hayom titre ce matin en manchette: la déclaration commune est une honte et une trahison pour la mémoire de la Shoah. Le journal gratuit proche du Premier ministre cite en évidence ce matin le plus célèbre des historiens de la Shoah, le professeur Yehuda Boer, Pras Israël, prix d'Israël, qui a 92 ans et qui ne mâche pas ses mots face à cette déclaration commune, tout en ne cachant pas son inquiétude. C'est une reddition au narratif polonais et une atteinte au souvenir de la Shoah, affirme-t-il. Elle risque de remettre en cause la poursuite des recherches sur le rôle de la Pologne durant cette période. Quant à Mordechai Ar-Eli, un rescapé de la Shoah, il écrit ce matin dans le Israël Hayom qu'il est impossible de parler de relations israélo-polonaises en faisant abstraction des douleurs que les Polonais ont causées aux Juifs durant la Shoah. Les journaux soulignent que ce développement est intervenu hier au même moment où à Paris on annonçait la disparition à l'âge de 92 ans du cinéaste Claude Lanzmann, et ce concours de circonstances est impressionnant car il est probable que Lanzmann n'aurait pas du tout apprécié le communiqué commun publié par Netanyahou et Morawiecki, tellement il tenait à insister, entre autres, comme on a pu le voir dans son film Shoah, sur la complicité de nombreux Polonais dans le travail d'extermination des Juifs. Et ce matin, la presse israélienne ainsi que les sites d'information rendent donc un hommage appuyé à celui qui restera pour la postérité l'auteur du chef-d'œuvre que fut Shoah, sorti en 1985. Il a immortalisé ce que les nazis ont voulu détruire, titre ce matin le site Ynet. Il était là avec sa caméra face aux témoins, face aux officiers SS, et le site d'information israélien rappelle qu'il a fallu 11 ans pour monter Shoah et tourner Shoah.
pas que sur 350 heures filmées, il a fallu en choisir 9,5 et que la spécificité de ce film a été que Lanzmann s'est formellement refusé à y inclure des témoignages, des images d'archives tournées par les nazis eux-mêmes, mais par contre, il a mis en avant des témoignages des survivants, mais aussi de ceux qui ont détourné le visage parce qu'ils se savaient coupables. Le site souligne également que Lanzmann n'avait pas du tout apprécié la liste de Schindler de Steven Spielberg, et dans le Maariv de ce matin en page 3 et en marge de la polémique sur la déclaration commune entre Israël et la Pologne, eh bien on peut lire l'article de Gidon Kutz, le correspondant du journal en France, un article qui brosse un portrait de Lanzmann et qui rappelle que Lanzmann fut communiste, proche des communistes, puis un résistant avant de devenir le producteur de Shoah, également un fervent défenseur d'Israël et de Tsahal, l'armée à laquelle il a consacré l'un de ses plus beaux documentaires. Kutz revient également sur la vie privée tumultueuse de Claude Lanzmann, sur son soutien au régime communiste comme celui de la Corée du Nord et sur son caractère particulièrement trempé. Dans le Haaretz, Uri Klein décrit Claude Lanzmann comme l'homme qui a essayé de comprendre ce que l'on ne peut pas comprendre et l'homme qui a changé pour l'éternité le lien entre le cinéma et le souvenir de la Shoah. Les quotidiens israéliens font ce matin état des tractations en perspective de la reconquête par l'armée régulière syrienne du sud du pays, et en particulier du Golan syrien. Côté israélien, on affirme que le double jeu d'Israël est de poursuivre son aide humanitaire aux réfugiés tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration de forces pro-iraniennes du Hezbollah ou des gardiens de la révolution parmi les forces syriennes qui vont se déployer donc prochainement le long de la zone de démarcation entre Israël et la Syrie. Le Haaretz qui se penche ce matin sur les changements de situation le long de la frontière israélo-syrienne écrit « Assad revient le long de la frontière et Israël n'y voit pas que des éléments négatifs ». Les quotidiens israéliens mentionnent également ce matin sur leur première page l'annonce de la restitution de la montre ayant appartenu à l'espion légendaire Eli Cohen. Au cours d'une opération top secrète, le Mossad israélien a en effet réussi à retrouver la montre d'Eli Cohen qui avait été, il faut s'en souvenir, l'un des hommes les plus proches du régime syrien au début des années 60 et qui a été capturé par les autorités syriennes avant d'être condamné pour espionnage et pendu sur la place publique à Damas. Eli Cohen, qui on le sait est devenu une légende en Israël, le meilleur espion qu'Israël n'a jamais eu. Alors ce matin, le Israël Hayom cite sa veuve Nadia qui a aujourd'hui 80 ans mais qui ne s'est jamais remariée. Elle affirme: cette montre est un peu pour moi une partie du corps d'Eli. C'est une très forte émotion de la retrouver. J'espère que le Mossad parviendra à retrouver le corps d'Eli et à le rapatrier en Israël, a-t-elle déclaré. Quant à Binyamin Netanyahou, il a affirmé qu'il s'agissait là du souvenir d'un véritable combattant pour Israël. On a beaucoup parlé ces derniers jours de tremblements de terre et ce matin le Maariv nous indique que selon des enquêtes très récentes, si un tremblement de terre de forte amplitude devait se produire en Israël, au moins 80 000 bâtiments devraient s'effondrer, ce qui pourrait coûter la vie à des milliers de personnes et placer sans toit plus de 170 000 Israéliens. On apprend tout de même dans ce journal qu'il y a eu ces dernières années une très nette amélioration dans les préparatifs de la défense passive et des autorités civiles en vue d'un éventuel tremblement de terre, et des unités spéciales ont été formées afin de venir en aide très rapidement à la population sinistrée. On espère bien entendu que tout cela ne se produira pas. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne de ce vendredi matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.